Mon frère a épousé ma petite amie et ma famille les a soutenus et a exigé mon pardon, alors j'ai pris une décision qui a choqué tout le monde pour toujours. Je ne suis pas du genre à parler de ma vie privée en ligne. J'ai ce compte depuis 4 ans et je fréquente surtout les forums d'ingénierie et, à l'occasion, des fiches de discussion sur des rénovations de maisons catastrophiques, mais je rumine cela depuis 2 mois maintenant, et je dois le déposer quelque part en dehors de ma propre tête. Alors, voilà. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a 3 mois, j'ai découvert que mon frère avait épousé ma petite amie en secret, 6 semaines avant que je ne l'apprenne, alors que j'étais en déplacement pour un contrat de projet à 3 heures de Lille. Permettez-moi de revenir en arrière. J'ai 33 ans, je suis ingénieur en génie civil et structure. J'évalue les systèmes porteurs, j'inspecte les infrastructures, je travaille sur la conformité des projets pour les entreprises de construction. C'est un travail précis, méthodique. On apprend très vite que les émotions sont des données utiles mais de piètres décideurs. Cet état d'esprit m'a probablement sauvé quand tout s'est effondré. Léonie et moi étions ensemble depuis 3 ans. Elle est décoratrice d'intérieur indépendante, talentueuse, sociable, douée pour comprendre les ambiances et les gens. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un contact commun lors d'un événement professionnel. Nous avons commencé à parler et le courant est passé rapidement. La 2e année, nous parlions sérieusement d'un avenir, d'un bien immobilier, et finalement d'une famille. Je ne me pressais pas, mais je ne traînais pas non plus. Chaque conversation que nous avions à ce sujet était sincère de ma part. Mon frère Loïc a 29 ans, 4 ans de moins que moi. Et à presque tous égards mesurables, il a passé sa vie dans mon ombre. Non pas que je l'ai mis là, mais parce qu'il n'a jamais rien construit de lui-même pour se tenir debout. Nos parents, Aline et Marc, ont passé des années à aplanir cela. Chaque fois que Loïc échouait à un cours, quittait un emploi, brisait une relation, il reformulait, appelait ça se chercher, appelait ça de la malchance. C'est toujours moi qu'on attendait pour ne rien dire, absorber la perturbation et continuer d'avancer. J'ai fait cela pendant longtemps parce que j'aimais sincèrement ma famille et que je ne pensais sincèrement pas que cela valait le conflit. C'est la partie avec laquelle j'ai dû vivre. J'ai rendu facile pour eux de me sous-estimer. La nuit où je l'ai découvert, j'étais chez moi. C'était un mardi. Je venais de rentrer après 6 semaines sur un projet dans une autre ville. De longues heures, du travail sur site, le genre de contrat qui vous oblige à garder la tête baissée et votre téléphone à moitié déchargé la plupart du temps. Je me souviens que je dînais à ma table de cuisine, déjà à moitié déconnecté pour la nuit. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, une image jointe. C'était une photo prise à travers une porte vitrée, légèrement inclinée, granuleuse, mais assez claire. Loïc et Léonie se tenaient devant un comptoir d'état civil. Elle tenait des documents. Il avait la main sur son dos. L'horodatage dans le coin de la photo indiquait 6 semaines plus tôt. Celui qui l'avait envoyé avait également photographié le bord visible d'un certificat de mariage sur le comptoir. J'ai regardé cette photo longtemps. Voici ce que les gens attendent probablement, que je frappe dans un mur, que j'appelle Léonie en hurlant ou que je me rende en voiture à l'appartement de Loïc à minuit. Je n'ai rien fait de tout cela. Ce qui s'est réellement passé, c'est que quelque chose en moi s'est arrêté, non pas cassé, mais arrêté comme un système qui détecte une erreur critique et coupe les fonctions non essentielles pour protéger le cœur. J'ai posé mon téléphone face contre la table. J'ai versé un verre d'eau. Je ne l'ai pas bu. Je suis resté assis dans ma cuisine pendant 2 heures sans bouger beaucoup et sans appeler personne. J'ai juste laissé mon cerveau faire ce qu'il fait quand je suis sur un chantier et que quelque chose ne colle pas. J'ai commencé à en analyser la structure. Depuis combien de temps? À quel point était-ce planifié? Qui d'autre aurait dû être au courant? Ce que cela signifiait pour tout ce que je pensais être en place. Léonie m'a envoyé un message à 21h25. Salut, tu as mangé? Je pense à toi. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Au moment où je me suis levé de cette table, la douleur était toujours là. Je ne vais pas faire semblant que ce n'était pas le cas. 3 ans. Un avenir auquel j'avais vraiment cru. Un frère que j'avais défendu plus de fois que je ne pouvais compter. Mais sous la douleur se trouvait autre chose. Quelque chose qui ressemblait moins à une émotion et plus à de la clarté. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé 2 mots dans la barre de recherche.
Fraude au transfert d'actifs. L'écran a illuminé la pièce. J'ai commencé à lire. Je tiens à être clair sur quelque chose avant d'aborder cette partie. Je ne suis pas paranoïaque. Je ne cherche pas les problèmes. En 3 ans avec Léonie, je n'ai jamais fouillé son téléphone, ne l'ai jamais interrogée sur l'endroit où elle se trouvait, ni bâti de suspicion à partir de rien. Ce n'est pas mon genre. Alors, quand je dis que j'ai commencé à creuser, je veux que vous compreniez que je ne m'effondrais pas. Je réagissais à des preuves qui m'avaient déjà été fournies. Il y a une différence. Cette première nuit-là, j'ai lu pendant 3 heures. Droit immobilier, statut relatif au transfert frauduleux, ce qui constitue une usurpation d'identité dans une demande de financement. Je ne paniquais pas. Je construisais un cadre. Si quelque chose avait été fait, je devais en comprendre la forme avant de pouvoir déterminer son étendue. Le lendemain matin, j'ai répondu à Léonie, lui disant que je m'étais endormi tôt. Désolé pour la réponse tardive. Elle a envoyé une série de messages décontractés. J'ai parfaitement égalé son énergie. Assez chaleureux, assez normal. Elle n'avait aucune idée. J'ai maintenu cela pendant 3 semaines. Le 3e jour, j'ai contacté un homme nommé Monsieur Dubois, pas un détective privé au sens dramatique du terme. Il travaille dans la vérification de documents et le traçage de fraudes financières, principalement pour les litiges contractuels commerciaux. Un collègue l'avait utilisé 2 ans plus tôt lorsqu'un sous-traitant avait tenté de double facturer un projet municipal. Monsieur Dubois est minutieux, discret et cher. Je l'ai payé en plusieurs fois, en espèces. Je n'en ai parlé à personne. Ce qu'il a rapporté est arrivé par couches, chacune pire que la précédente. La première couche était la chronologie. Loïc et Léonie étaient en contact régulier, au-delà de ce qu'une connexion familiale occasionnelle pourrait expliquer, depuis 14 mois. Cela a commencé 4 mois après le début de mes cycles de déplacement pour le travail, lorsque mon emploi du temps est devenu prévisible et ma disponibilité a diminué. Ce n'était pas impulsif. Ce n'étaient pas 2 personnes qui sont tombées dans quelque chose de désordonné et ne savaient pas comment s'arrêter. C'était délibéré, planifié autour de mon absence comme un calendrier de construction et planifié autour d'une fenêtre météorologique. La deuxième couche était financière. Léonie avait accès à mon appartement. Elle avait une clé, y avait régulièrement séjourné. Le travail de Monsieur Dubois sur les métadonnées des documents de son téléphone a montré qu'elle avait photographié des documents financiers privés à au moins 6 occasions distinctes. Relevé de compte, un accord de co-investissement immobilier que j'avais rédigé avec nos 2 noms comme plan futur, jamais signé, jamais soumis, et qui se trouvait dans un dossier de mon bureau à domicile. Elle en avait photographié chaque page. Il y avait aussi une demande de prêt commercial qui avait été soumise à un organisme prêteur, utilisant partiellement mes qualifications professionnelles et mes justificatifs de revenus. Je n'avais jamais vu cette demande. Je ne l'avais jamais signée. La 3e couche était celle qui aurait pu réellement me coûter quelque chose de permanent. Loïc avait soumis un document au service de la publicité foncière régionale tentant de se faire inscrire comme copropriétaire d'un terrain que j'avais acheté en pleine propriété il y a 2 ans. Achat seul, mon nom seulement, entièrement payé. La soumission incluait ce qui était censé être ma signature pour co-autoriser le changement. Ce n'était pas ma signature. Monsieur Dubois l'a placée côte à côte avec ma véritable signature provenant de 3 documents différents, et les différences étaient visibles sans être un expert. Le transfert n'avait pas été traité. Un arriéré au bureau du registre l'avait retardé. S'il était passé avant que je ne le découvre, le démêlé aurait été un cauchemar juridique. La 4e couche était celle que je n'attendais pas et celle qui a changé la nature de tout. Aline était au courant du mariage depuis au moins 2 semaines avant que cette photo ne me parvienne. Monsieur Dubois n'a pas découvert cela. Je l'ai fait moi-même en reparcourant un appel téléphonique que j'avais eu avec ma mère 8 jours après l'arrivée de la photo. Un appel où je n'avais rien dit de ce que je savais et elle n'avait rien dit de ce qu'elle savait. J'ai ensuite récupéré l'historique des messages entre elle et Léonie. Tout y était. Félicitations, projet de dîner et un message d'Aline à Léonie qui disait « Ne parle pas de l'affaire du terrain, c'est entre Loïc et son avocat. Valère n'a pas besoin de savoir tout ça pour l'instant. » J'ai lu ce message 4 fois. Puis j'ai contacté mon avocat et lui ai dit de préparer 3 dossiers distincts. Pas de dépôt, juste de la préparation. Je voulais que tout soit prêt avant de bouger.
À la fin de cette semaine, chaque document était en ordre. Chaque dossier était organisé, étiqueté et sauvegardé à 2 endroits. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Aline, nous organisons un dîner de famille. Tout le monde doit s'asseoir ensemble et parler. Rentre ce week-end. Cette famille ne se désagrège pas. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, j'y serai. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents prend 40 minutes par temps clair. J'ai utilisé ce temps pour réfléchir, non pas à ce que j'allais dire, car je savais déjà exactement ce que j'allais dire. Je l'ai utilisé pour me calmer, pour m'assurer que la version de moi qui franchirait cette porte serait la version dont j'avais besoin, pas engourdie, pas jouée, juste contrôlée. Il y a une discipline spécifique requise pour entrer dans une pièce pleine de gens qui vous ont sous-estimé et ne leur donner absolument aucune raison de réviser cette opinion. Pas encore. Je me suis arrêté dans une boulangerie en chemin et j'ai pris une boîte de pâtisserie, celle que ma mère aime. Je veux que vous compreniez pourquoi j'ai fait cela. Ce n'était pas pour être cruel. Ce n'était pas du théâtre pour mon propre amusement. C'était parce que j'avais passé 3 ans à être une présence fiable et prévenante dans cette famille. Et je n'allais pas les laisser réécrire cette histoire en me transformant en quelqu'un de volatile le jour le plus important. J'allais être exactement qui j'avais toujours été, jusqu'au moment où je ne le serais plus. Je suis arrivé à 13h. Aline a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré en retour. Elle a pris la boîte de pâtisserie et a dit quelque chose comme quoi je n'avais pas besoin de faire ça. Et j'ai dit que ce n'était rien. Marc était dans le salon. Il s'est levé quand je suis entré et nous nous sommes serrés la main comme nous le faisons toujours. Ferme, bref, un peu formel. C'est juste qui il est, qui nous sommes ensemble. Loïc et Léonie étaient déjà là. Loïc était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, celui vers lequel il gravite toujours parce que cela le place légèrement plus haut par rapport à quiconque est assis sur le canapé. J'ai remarqué que Léonie était à côté de lui sur le siège adjacent, sans le toucher tout à fait. Elle a levé les yeux quand je suis entré, puis les a baissés presque immédiatement. Loïc m'a fait un signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. Je me suis assis sur le canapé, j'ai accepté le café qu'Aline m'a apporté, j'ai interrogé Marc sur un projet de viaduc local que j'avais vu aux actualités. Il y avait eu des inquiétudes concernant l'évaluation des fondations. Il a répondu. Nous en avons parlé pendant 4 minutes. Une conversation normale, en fait. Je sentais Léonie me regarder de l'autre bout de la pièce tout le temps, essayant de lire quelque chose sur mon visage qui n'était pas là. Puis Aline s'est assise et l'atmosphère a changé comme elle le fait quand quelqu'un décide qu'il est temps de commencer. Elle l'a fait comme je savais qu'elle le ferait. Un cadrage de langage prudent conçu pour répartir l'inconfort uniformément afin que personne n'ait à le subir pleinement. Le résumé de sa position, délivré doucement mais clairement, était le suivant, oui, la situation s'est développée d'une manière qui n'était pas idéale. Et oui, Valère méritait une meilleure communication, mais Loïc et Léonie sont mariés maintenant, et c'est une réalité que la famille doit accepter et dépasser. Le mot qu'elle a le plus utilisé était « avancer ». Loïc a ensuite parlé. Il a dit que des sentiments s'étaient développés d'une manière inattendue, et qu'il n'avait jamais voulu que ça se passe comme ça. Il a dit qu'il avait essayé de trouver le bon moment pour me le dire et que ce moment n'était jamais venu. Cette phrase, « le bon moment n'est jamais venu ». Je l'ai rangée dans un coin de ma tête. 14 mois et le bon moment n'est jamais venu. Léonie a dit qu'elle était désolée de la façon dont c'était arrivé. Pas de ce qui était arrivé. La distinction était précise et je ne pense pas qu'elle ait même réalisé qu'elle l'avait faite. Marc a dit que j'étais assez fort pour gérer ça mieux que la plupart des hommes. Un compliment déguisé en instruction. J'ai tout écouté. J'ai posé à Loïc une question sur son contrat de travail actuel. Quelque chose d'insipide, qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il a répondu, confus mais soulagé que je semble interagir normalement. J'ai demandé à Léonie comment s'était passé un de ses projets clients en particulier, un qu'elle avait mentionné il y a des mois. Elle a dit que ça s'était bien terminé, sa voix prudente. J'ai hoché la tête, j'ai posé mon café. Puis j'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'en ai sorti un court câble HDMI, je me suis penché et j'ai branché une extrémité à mon téléphone et l'autre au port latéral du téléviseur du salon. Le même téléviseur que j'avais aidé à monter au mur 2 étés auparavant. Aline a souri, le genre de sourire qui pense savoir ce qui va arriver, une concession,
peut-être une reconnaissance, quelque chose qui lui permettrait de clore l'après-midi proprement. Avant de conclure, dis-je, et ma voix était parfaitement égale. Je veux juste montrer quelque chose à tout le monde. La télé s'est allumée. Personne n'a parlé pendant les 30 premières secondes. J'avais les fichiers organisés dans un seul dossier, numéroté, séquentiel. Pas de musique dramatique, pas de diapositive de titre, juste un fond sombre uni et le premier document ouvert remplissant l'écran. Je me suis tenu sur le côté pour que la vue de personne ne soit bloquée. Habitude professionnelle. La première chose que j'ai affichée a été la chaîne de messages. 14 mois. Je n'ai pas tout fait défiler. J'avais sélectionné 12 captures d'écran qui couvraient les points critiques. Horodatage visible. Non visible. Je les ai laissés à l'écran suffisamment longtemps pour qu'ils soient lus entièrement avant de passer à la suite. La pièce lisait en silence. La première capture d'écran était du début de la chaîne. Loïc demandant à Léonie à quoi ressemblait l'emploi du temps de Valère pour le mois suivant. Pas comment va-t-il? Pas quand revient-il? Spécifiquement, à quoi ressemble son emploi du temps? Léonie répondant en détail, date, lieu, ma disponibilité. J'ai entendu Aline aspirer lentement son souffle. J'ai avancé. Un message de Léonie. Après 10 mois. Il va perdre la tête. La réponse de Loïc en dessous. Laisse-le faire. On sera prêt d'ici là. Loïc s'est levé. C'est hors contexte. Je suis passé au fichier suivant sans le regarder. Il a continué à parler. J'ai continué à avancer. Au bout d'environ 15 secondes, il s'est arrêté parce qu'il n'y avait rien à couvrir. L'écran a juste continué. Deuxième ensemble, le document du registre foncier. J'ai d'abord affiché le dépôt. Loïc listé comme copropriétaire de la parcelle. Date de soumission, numéro de référence. Puis j'ai affiché la comparaison de signatures sur un écran partagé. La signature sur le dépôt à gauche, 3 échantillons vérifiés de ma véritable signature à droite. Monsieur Dubois l'avait annoté. Les différences n'étaient pas subtiles une fois que l'on savait où regarder. Le visage de Léonie était devenu complètement immobile. Marc était penché en avant maintenant, les coudes sur les genoux, fixant l'écran. Il n'avait pas parlé depuis l'affichage des messages. Troisième ensemble, la demande de prêt. J'ai affiché la première page, mon nom, mes qualifications professionnelles, mes chiffres de revenus, puis la feuille de métadonnées que Monsieur Dubois avait extraite des photographies de documents, horodatage, coordonnées GPS correspondant à l'adresse de mon appartement. Date correspondant aux après-midi où Léonie avait été seule chez moi pendant que j'étais en retard sur un chantier. Léonie a dit, Valère, ce n'est pas et puis s'est arrêté parce qu'il n'y avait nulle part où la phrase pouvait aller. J'ai levé un doigt. Pas encore. J'ai ouvert le dossier audio. Il y a 3 enregistrements, dis-je, toujours sur le même ton égal. Je les écouterai une fois chacun. Le premier clip durait 42 secondes. La voix de Loïc, claire, sans hâte, parlant à quelqu'un que je n'ai jamais identifié, disant que le transfert devait juste être traité avant que je ne revienne du projet. Qu'après cela, ce serait le propre. Le mot au propre planant dans la pièce comme quelque chose de physique. Personne dans cette pièce n'avait de doute sur la voix de qui il s'agissait. La mâchoire de Loïc s'est contractée. Il n'a pas dit hors contexte cette fois-ci. Le deuxième clip était Léonie, un appel téléphonique avec Loïc 3 semaines avant que la photo ne me parvienne. Il discutait de ce qu'il fallait faire si je devenais méfiant avant qu'il ne soit prêt. Son ton n'était pas paniqué. Il n'était pas conflictuel. C'était le ton de quelqu'un qui résolvait un problème logistique. Pratique, presque ennuyé. J'ai vu quelque chose changer dans la pièce lorsque ce clip a été diffusé, car jusqu'à ce moment-là, je pense qu'Aline et Marc s'accrochaient à une version des événements où Léonie était une femme qui avait commis une terrible erreur émotionnelle. Le clip ne laissait aucune place à cette version. Il l'a effacé proprement et n'a offert aucun remplacement. Léonie avait les 2 mains pressées à plat contre ses genoux. Elle fixait le sol. Le troisième clip a commencé et Aline a reconnu sa propre voix en moins de 4 secondes. C'était un appel entre elle et Marc, capté accidentellement lorsque j'avais appelé mon père et qu'il avait laissé la ligne ouverte. Aline, ne sachant clairement pas que j'étais en ligne, disant clairement que je serais contrarié, mais que j'absorberais cela parce que je le faisais toujours.
Et puis l'important, c'est que Loïc ne perde pas le dossier du terrain avant qu'il ne passe silence, et l'enregistrement a duré 11 secondes. J'avais compté. Le clip s'est terminé. Aline s'est levée. Sa voix était chancelante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était une conversation privée. Tu n'avais pas le droit. Je ne suis pas là pour un débat, dis-je. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert un tout autre écran, et je l'ai tenu pour que la pièce puisse voir le document clairement. Les dépôts légaux ont été effectués jeudi. Les 3, dis-je. Le document sur l'écran de mon téléphone était un email de confirmation de mon avocat. Numéro de référence des dossiers, identifiant des affaires, horodatage, le genre de correspondance qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Loïc a traversé la pièce en 3 pas. Non pas vers l'écran, mais vers moi. Il s'est arrêté à environ 60 cm, assez près pour que cela donne l'impression d'une pression. Il est plus petit que moi de 5 cm et ne m'a jamais intimidé de sa vie. Mais j'ai compris ce qu'il essayait de faire. Je suis resté là où j'étais. Sans reculer. Sans avancer. J'ai juste attendu. « Qu'est-ce que tu as déposé ?» dit-il. Non pas une question. Une exigence sans ponctuation. Je lui ai dit clairement. Le premier dépôt a été effectué auprès du service de la publicité foncière régionale, division des fraudes. Le document de transfert falsifié est maintenant signalé pour examen officiel, et le nom de Loïc a été signalé en lien avec une soumission frauduleuse. Toutes les transactions immobilières futures liées à son identification ont été gelées en attendant l'issue de cette enquête. Le terrain est resté uniquement à mon nom. Il n'avait jamais légalement changé, mais il y a maintenant un enregistrement officiel de la tentative. Le deuxième dépôt a été effectué auprès du service des enquêtes financières. La demande de prêt soumise en utilisant mes qualifications sans mon autorisation a été signalée. L'organisme prêteur a été informé et a ouvert sa propre enquête interne. Selon la conclusion de cet examen, l'exposition n'était pas seulement civile. Le troisième était une plainte au civil contre Léonie spécifiquement pour accès et reproduction non autorisée de documents financiers privés. Son avocat, et elle en aurait besoin d'un, la conseillerait sur ce que cela signifiait pour elle concrètement, mais en bref, les métadonnées, les horodatages et les données de localisation rendaient l'affaire simple. Je lui ai aussi parlé des comptes bancaires. Tout compte lié à ses actions directement ou par la piste documentaire que M. Dubois avait reconstituée a été signalé auprès des institutions concernées, pas vidé, signalé. Ce qui signifie que tout mouvement, tout transfert, toute tentative de déplacer des fonds déclenchait une alerte automatique à l'organisme d'examen. La fenêtre qu'ils avaient prévu d'utiliser pour construire discrètement une base financière à partir de ce qu'ils m'avaient pris ou tenté de me prendre était fermée. Elle était fermée depuis jeudi. L'expression de Loïc est passée par 3 états en environ 4 secondes. La colère, puis le calcul, puis quelque chose qui ressemblait beaucoup à la panique spécifique d'une personne réalisant que la sortie qu'elle supposait exister avait été scellée. « Tu peux retirer ces dépôts » dit-il. Sa voix avait changé. L'exigence avait disparu. « On peut arranger ça. Retire-les simplement et on s'assoit et on règle ça comme non, dis-je. » Léonie était restée silencieuse depuis que le troisième clip avait été diffusé. Maintenant, elle ne l'était plus. Elle a commencé à parler de la façon dont elle savait que cela paraissait mal, de la façon dont elle comprenait pourquoi j'étais en colère, de la façon dont elle n'avait jamais voulu que ça en arrive là, de la façon dont elle tenait toujours à moi en tant que personne. Et que cela n'avait jamais changé. Les mots venaient vite et ils changeaient constamment de forme, et j'ai remarqué que chaque version de l'explication contredisait la précédente. D'abord, c'était des émotions qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ensuite, c'était un plan qui n'était jamais censé aller aussi loin. Puis, c'était l'idée de Loïc, et elle avait eu des doutes tout le temps. Je n'ai réagi à rien de tout cela. Non pas parce que je ne ressentais rien. Je veux être honnête à ce sujet. Debout dans cette pièce, écoutant la voix de Léonie passer en revue les justifications. Il y avait de la douleur en moi. Une douleur réelle. Le genre qui ne s'annonce pas bruyamment mais s'installe dans votre poitrine comme un poids. Je l'avais aimé. J'avais été sincère dans tout ce que j'avais dit concernant un avenir. C'était réel. Même si rien de ce qu'elle m'avait donné en retour ne l'était. Mais la douleur est une information. Ce n'est pas une instruction. Aline m'a abordé différemment. Elle a parlé d'avoir porté ses 2 fils,
de ce que cette famille avait construit et de ce que j'étais en train de démanteler. Elle a prononcé le mot famille 7 fois. J'ai compté parce que compter les choses est ma façon de rester calme quand la pièce est bruyante. Marc a dit que j'allais trop loin. Cela a eu un effet différent de ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était la première chose qu'il avait dite depuis la diffusion des enregistrements. Il avait assisté à l'utilisation de son propre silence comme preuve, et sa réponse était que j'allais trop loin. Je l'ai regardé un instant. Puis je me suis penché et j'ai ramassé ma veste sur la coudoir du canapé. Aline a bougé. Elle s'est placée directement devant la porte. Nous savions tous les deux qu'elle n'allait pas m'arrêter physiquement. Ce n'était pas le but. Le but était le geste, l'exigence que je reste dans cette pièce jusqu'à ce que la situation soit résolue d'une manière qui lui était acceptable. Elle m'a regardé et a dit, « Tu ne quitteras pas cette maison tant que nous n'aurons pas résolu cela. » Je l'ai regardé longtemps. Ma mère, une femme que j'avais conduite 40 minutes pour voir toutes les quelques semaines pendant toute ma vie d'adulte. Une femme dont j'avais juste retransmis la voix à partir d'un enregistrement où elle parlait de moi comme si j'étais une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre. C'est déjà résolu, maman, dis-je, je l'ai fait sans toi. J'ai attendu. Elle n'a pas bougé pendant 3 secondes complètes. Puis elle l'a fait. Je suis sorti de cette maison à 15h14. Je connais l'heure exacte parce que j'ai vérifié mon téléphone en arrivant à ma voiture. Pas pour une raison particulière, juste par habitude. Je note les horodatage. C'est ce que je fais. Je me suis assis sur le siège du conducteur pendant 1 minute, non par hésitation, mais parce que j'avais fonctionné sur un type très spécifique d'énergie contrôlée pendant les 2 dernières heures, et je voulais la laisser se calmer avant de conduire. Puis je suis parti sans regarder la maison. C'était il y a 2 mois. J'écris ceci maintenant parce que suffisamment de choses se sont résolues pour que l'histoire ait une forme et je préfère la coucher une fois complètement plutôt que de la porter par morceaux. Voici ce qui s'est passé après la conclusion de l'enquête sur la fraude immobilière, 4 semaines plus tard. Le dépôt falsifié a été officiellement annulé, retiré du registre, signalé dans le dossier de Loïc. Il a reçu un avertissement officiel, ce qui, en termes pratiques, signifie qu'il reste dans son historique et refait surface chaque fois que son nom est vérifié dans le cadre de toute future transaction immobilière ou procédure juridique. Il ne disparaîtra pas. Le terrain est à mon nom, sans tâche, avec une piste documentaire maintenant si complète que rien de tel que cette tentative ne pourrait réussir, même si quelqu'un essayait à nouveau. L'examen des crimes financiers a pris plus de temps. L'organisme prêteur a terminé son processus interne 6 semaines après mon dépôt et a conclu que la demande contenait de fausses informations. Ils l'ont renvoyé pour poursuite civile. Cette affaire est en cours. Loïc est nommé. Léonie l'est aussi en tant que partie secondaire. Leurs frais juridiques combinés à ce stade sont importants. Je le sais non pas parce que je le suis avec satisfaction, mais parce que mon avocat me tient informé des développements de l'affaire par procédure. Léonie a conclu un accord à l'amiable dans le cadre de la plainte civile déposée contre elle. Les termes sont confidentiels, ce qui est standard. Ce que je peux vous dire, c'est que son avocat a conseillé un règlement rapide, ce qui en dit long sur la défendabilité de sa position. Elle m'a contacté une fois par l'intermédiaire du bureau de son avocat, demandant s'il y avait une voie vers une conversation. J'ai refusé par l'intermédiaire de mon propre avocat. Il ne restait rien à dire que les preuves n'aient pas déjà dit plus clairement que je ne l'aurais pu. L'aspect social, je l'ai géré discrètement. J'ai un oncle, Félix, le frère aîné de mon père, quelqu'un qui a toujours agi avec un niveau d'intégrité auquel le reste de cette branche de la famille aspire sans toujours l'atteindre. Je me suis assis avec lui une fois, je lui ai montré ce que j'avais montré au salon et j'ai répondu à ses questions honnêtement. Je ne lui ai rien demandé de faire avec cela. J'ai juste pensé qu'il méritait de connaître la vérité directement de ma part plutôt que par la version qu'Aline et Marc finiraient par construire. Félix n'est pas un homme dramatique. Il a posé quelques questions prudentes, m'a remercié de lui avoir dit et ce fut la fin de la conversation. Ce qui s'est passé au sein de la famille élargie après cela, je n'y ai pas assisté. Ce que je sais, c'est que les appels qu'Aline a passés à des proches dans les semaines qui ont suivi n'ont pas eu l'effet escompté. Les gens avaient déjà entendu autre chose. Le mariage de Loïc et Léonie ne va apparemment pas bien. Je l'ai appris de Félix, qui l'a mentionné brièvement en passant. Je n'ai pas posé de questions complémentaires. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin des détails.
Que leur mariage s'effondre ou tienne ne change rien à ce qu'ils ont fait ou à ce que j'ai fait en réponse. Mes parents ont appelé 11 fois à eux deux au cours des 2 derniers mois. Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé un message écrit, pas un email, une lettre physique, parce que je voulais qu'il existe sous une forme qui ne puisse pas être capturée et déformée. La lettre disait une chose, que je n'étais pas intéressé par le contact tant qu'il n'y aurait pas de véritable responsabilisation, pas de gestion de crise. Que je connaissais la différence, qu'ils devaient prendre leur temps. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'attends pas. J'ai déménagé d'appartement 3 semaines après la réunion. Même ville, quartier différent, plus près d'un site de projet auquel j'ai été affecté. Le nouvel endroit est plus petit, mais la lumière est meilleure et je dors sans aucun problème, ce que je mentionne seulement parce que je pense que certaines personnes s'attendent à ce que les conséquences de quelque chose comme ça soient des nuits blanches et une fracture. Ce n'a pas été le cas. Je pense parce que j'ai pris mes décisions tôt, les ai prises clairement, et n'ai pas reculé quand il a fallu les mettre en œuvre. Il y a une sorte de paix spécifique qui en découle. Pas le bonheur exactement, juste de la solidité, comme une structure qui a été correctement évaluée et renforcée. 3 ans. Un frère, une femme en qui j'avais confiance, des parents que j'ai conduits 40 minutes pour voir sans qu'on me le demande jamais. Je ne regrette aucun de ces moments. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait quand ça s'est terminé. Certaines structures échouent parce que les matériaux étaient toujours compromis. On ne reconstruit pas avec les mêmes matériaux. On documente l'échec, on nettoie le site, et on recommence avec quelque chose de mieux. C'est là que j'en suis maintenant. Le site est dégagé.